Alerte à la pluie sur l'ouest de la France. Près de 30 000 personnes sont privées d'eau potable ce soir près du Havre. Les nappes phréatiques sont impures. Dans l'Aisne, on a toujours les pieds dans l'eau. L'Angleterre, sinon rien, statu quo à Calais où une centaine de migrants occupent toujours l'église. L'évacuation est prévue demain matin. Pourquoi ce blocage? Trois questions à l'abbé Boutouaille, curé de la paroisse. Bonsoir monsieur l'abbé, à tout à l'heure. L'Irak fait monter la pression. Le Parlement rejette à l'unanimité la résolution de l'ONU sur le désarmement. Théâtre politique, réplique la Maison-Blanche. Saddam Hussein doit donner sa réponse d'ici vendredi. Nous avons rencontré l'un des Français qui devrait participer à la première inspection. La loi sur la mixité sociale sur la sellette, ce texte emblématique de la gauche oblige les communes à construire 20% de HLM sous peine de sanctions. Il devrait être amendé dans les prochains jours. Enfin, la casse encore et toujours dans la route du Rhum. Francis Joyon a chaviré, Lionel Lemonchois a dématé, Giovanni Soldini a abandonné. Alors pourquoi cette hécatombe? Élément de réponse tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Vous l'avez sans doute constaté, surtout si vous habitez la moitié nord de la France. Il pleut des cordes, comme on dit, depuis plusieurs jours. Et dans certaines régions, cette accumulation d'eau commence à poser de sérieux problèmes. Les nappes phréatiques sont saturées. Près du Havre, l'eau est troublée d'argile ou de limon. Entraînée par l'érosion des sols. 28 000 personnes sont ainsi privées d'eau potable. Laurence Decher. Elle coule abondamment, elle semble transparente, enfin en apparence. Cette eau ne doit pas être consommée. Les habitants de Saint-Antoine-la-Forêt et de 36 autres communes sont privés d'eau potable. Seule solution, boire l'eau minérale en bouteille, distribuée gratuitement dans chacune des villes. La faille responsable, la voici, cachée dans ce bosquet. Les fortes pluies de ces derniers jours ont érodé les sols, entraînant des particules dans les nappes souterraines. C'est une zone de calcaire fracturée qui affleure le sol. Quand il y a un gros épisode pluvieux, cette nappe est réalimentée beaucoup plus vite que d'habitude et les vitesses dans le sol sont plus importantes et on entraîne des petites particules d'argile qui peuvent donner une couleur à l'eau que l'on appelle la turbidité. Des analyses sont en cours afin d'évaluer si des bactéries ont pu contaminer l'eau. Les 28 000 habitants concernés auront au moins quelques jours à patienter encore avant de boire l'eau du robinet. Et la Normandie n'est pas la seule région concernée. Dans beaucoup d'autres zones, la vigilance est de mise, d'autant que les nouvelles du ciel ne sont pas très encourageantes. Hélène Vergne. Un ruisseau gonflé par les pluies et la boue partout qui envahit les habitations. Une fois encore, une partie de la France a les pieds dans l'eau. Depuis 2 jours dans le département de l'Aisne, demain sans doute dans la Somme. Car dans cette région, les nappes phréatiques, ici en bleu foncé, sont encore gorgées des pluies de l'an passé. Dans la Somme plus qu'ailleurs, on craint les fortes précipitations. C'est la période, disons, à partir d'aujourd'hui, en gros de octobre jusqu'à avril, que en fait, la contribution des pluies à l'alimentation et à la remontée du niveau des nappes est la plus importante. Printemps 2001, la Somme restera inondée pendant des mois. Jamais en France on n'avait observé un tel phénomène de remontée des nappes phréatiques. Aujourd'hui dans la Beauce, dans le bassin parisien, les scientifiques surveillent au plus près leur évolution. 34,77 m. À charge pour eux d'établir une cartographie précise des nappes françaises. Car seule une simulation de l'évolution de ces nappes permettra un jour d'anticiper de telles inondations. Et Sophie Davant nous dira tout à l'heure que la pluie va continuer demain, au moins au nord de la Loire. Et puis à propos d'eau et d'inondation, une bonne nouvelle pour la commune de Villetel, dans l'Hérault, lâchée entre guillemets par son assureur après des sinistres en série. On l'évoquait ici même la semaine dernière. Eh bien c'est officiel, Villetel a retrouvé un assureur. Les suites de la fermeture de Sangatte à Calais, les heures se suivent et le blocage persiste. Les élus, les représentants de l'église, de la préfecture tentent toujours de convaincre les dizaines de migrants installés dans l'église de quitter les lieux pour faire une demande d'asile politique en bonne et due forme et rejoindre les structures d'hébergement. Rien à faire, les occupants n'ont qu'un horizon, Sangatte ou l'Angleterre. Sur place, Dorothée Cochard, Annie Triboire. Sangatte, c'est parti, ça n'existe plus. Sangatte, finish, plus de Sangatte. Les discours les plus clairs ne sont pas toujours les mieux compris. Il n'y a plus de Sangatte, Sangatte c'est terminé, finish. Sangatte. Il n'y a plus de Sangatte. Les forces de l'ordre encerclent l'église depuis maintenant 24 heures. À l'intérieur, 80 clandestins qui ne veulent pas sortir et qui ne veulent pas non plus demander l'asile comme le leur suggère le gouvernement. Je n'ai rien contre la France, nous dit cet homme. Mais je dois aller en Angleterre, il y a ma femme, il y a mon fils là-bas.
Celui-ci nous explique que certains d'entre eux ont mis jusqu'à 2 ans pour venir jusqu'ici et dépenser 10 à 20 000 $. Pourquoi? Pour avoir des passeports et pour avoir droit au travail, pas pour rentrer chez eux. Dans la journée, on apprend que le maire de Calais leur a donné 24 heures pour partir, officiellement parce que l'église n'offre pas des conditions sanitaires satisfaisantes. Vous doutez bien que c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est pas les conditions sanitaires, parce que la preuve, il laisse quand même passer de la nourriture, donc il y a de la nourriture. Effectivement, il n'y a pas de douche, mais il y a 2 lavabos. Effectivement, c'est pas très facile, mais la vraie raison, c'est pas la raison sanitaire, c'est qu'ils veulent pas, aux yeux de l'opinion publique, il y a un point de fixation. La préfecture réitère ses propositions ce soir. D'une part, la proposition d'un accueil dans un centre d'hébergement, d'autre part, un sauf-conduit valable 5 jours, des propositions que refusent les clandestins. Ils souhaitent un sauf-conduit valable 1 mois, ils souhaitent aussi et surtout l'assurance d'une libre circulation dans la ville de Calais. Autrement dit, on a le sentiment ce soir d'assister à une sorte de dialogue de sourds, un dialogue qui pourrait bien se solder demain matin par une évacuation forcée. Alors en direct avec nous, l'abbé Boutouaille, curé de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et doyen des paroisses de Calais. Monsieur l'abbé, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre ces migrants de quitter l'église, de s'installer dans des structures d'hébergement? Est-ce que vous les avez rencontrés? Écoutez, depuis 5 jours que je les fréquente avec le collectif, il ne faut pas oublier qu'il y a un collectif de 30 personnes formé par différentes associations de Calais depuis 3 ans, nous découvrons que j'aime pas le mot clandestin, j'appellerais ces étrangers qui arrivent chez nous, et en particulier essentiellement même des Kurdes, avec quelques Afghans. Ces étrangers viennent avec 2 mots dans leur bouche et dans leur tête: Sangatte, Angleterre. Parce qu'ils ont quitté leur pays. Vous savez que les Kurdes sont opprimés à la fois par les Irakiens et par les Turcs. Et donc ils viennent chercher un Eldorado, c'est vrai, que peut leur offrir l'Europe de l'Ouest. Donc quand ils arrivent à Calais, malheureusement, ils sont tombés, après le 5 novembre, fermeture officielle du centre de Sangatte, qui était prévu normalement le 15. Aucune structure alors n'était mise en place par les autorités préfectorales et municipales. Donc se sont retrouvés dans la rue des hommes et des femmes qui essayaient de comprendre pourquoi ils ne pouvaient plus accéder au centre de Sangatte et donc plus en Angleterre. D'où l'intervention humanitaire du collectif pour provisoirement les aider, les réconforter et surtout leur donner confiance. C'est ce à quoi on s'emploie depuis 3 jours dans cette église Saint-Pierre-Saint-Paul, toujours avec les membres du collectif, en lien avec, bien sûr, la mairie et la sous-préfecture et la préfecture. Alors, monsieur l'abbé, je ne sais pas si vous m'entendez. On essaie de leur donner une confiance par rapport aux propositions que nous leur faisons. Je crois qu'on a un souci parce que vous avez perdu votre oreillette. Voilà, oui. Oreillette que vous avez remise, vous êtes un vrai professionnel. Simplement, une question. D'après vous, les passeurs, visiblement, leur ont tenu un discours qu'ils ont bien compris, et qu'ils croient qu'ils ne sont pas décidés à ne plus entendre. Est-ce qu'il y a encore des passeurs dans l'église, à votre sens? Non, ce soir et depuis hier soir, il n'y en a pas. Il y en a eu, nous semble-t-il, 2 au début, puisqu'ils sont arrivés en premier lieu dans les locaux de la paroisse Notre-Dame. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de passeurs dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Il y a un groupe qui est très solidaire. Ils veulent que la décision soit la décision unanime du groupe. Oui. C'est pour ça que ça prend du temps. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous. J'ajoute que ce matin, les élus du Nord-Pas-de-Calais ont été reçus à leur demande par Nicolas Sarkozy. Il est question d'améliorer, alors précisément, l'information des migrants en recrutant des interprètes supplémentaires. C'est évidemment la question clé du problème, puisque, vous le savez, il y a encore quelques semaines, la loi britannique sur l'asile était la plus avantageuse d'Europe, avec notamment un droit au travail. Cette loi a changé, mais les immigrés ne le savent pas forcément. Voilà pourquoi ils cherchent à traverser la Manche à tout prix. Question maintenant. Que deviennent les autres, les occupants du centre de Sangatte qui ont accepté, eux, depuis sa fermeture, de s'installer dans les centres d'hébergement? Exemple à Vernon dans l'Eure, Paul de Genève, Jacques Gérard. Saman est irakien.
Dans ses mains, les clés de sa chambre, au foyer Sonacotra de Vernon. Il est arrivé en pleine nuit samedi. Ici, ils sont 29 comme lui, surtout irakiens, mais aussi afghans et kurdes. Tous viennent de Calais et sont désormais demandeurs d'asile. Donc, avec la surcharge du centre de Sangatte, ont été transportés avec le car, cheminement à Vernon. Parce qu'au début, vous allez en Angleterre. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Leur voyage s'arrêtera aux portes du tunnel sous la Manche. À Calais, ils demandent l'asile à la France. Ce sauf-conduit leur est délivré jusqu'à demain. Forbach, un autre foyer, et d'autres clandestins moldaves, arrêtés à Calais alors qu'ils tentaient de passer en Angleterre. Ils se sont résignés à demander l'asile en France. Mais la Grande-Bretagne, pour certains, reste toujours un objectif. Je veux aller en Angleterre. C'est une bonne vie. Et il y a beaucoup d'argent. Vous savez que c'est plus dur maintenant d'immigrer en Angleterre? Oui, je le sais. Mais tout est possible. Pour France Terre d'Asile, à qui le gouvernement a demandé de trouver ses places, la fermeture de Sangatte a été trop précipitée. On a été obligé, à partir de ce moment-là, de répondre dans l'urgence en matière d'hébergement et en matière d'information. Le déficit est patent et cela amène à une confusion sur le terrain qui est bien dommageable. Ce soir, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont saturés. Il ne reste que 140 places, toutes dans des foyers Sonacotra. On l'a compris, ce sont les filières, les passeurs qui jouent un rôle central. Eh bien, 2 d'entre eux, 2 routiers allemands jugés en comparution immédiate à Dunkerque pour avoir tenté de faire passer 9 clandestins turcs en Angleterre, ont été condamnés aujourd'hui à 6 et 18 mois de prison ferme. Enfin, dernier élément sur ce dossier, il dépasse nos frontières. Faute de pouvoir passer par Sangatte, les migrants tentent maintenant leur chance par la Belgique. Frédéric Vion et Dominique Mas ont assisté à une opération de police cet après-midi. Ça pourrait être une simple maison abandonnée dans la campagne. Seulement voilà, nous sommes à moins de 100 km de Sangatte, qui désormais n'accepte plus les nouveaux arrivants. Alors depuis, c'est ici, en Belgique, qu'on les retrouve. Certains sont prêts à tout, même au pire. Les policiers belges doivent donc les implorer de ne pas sauter du toit. Mais finalement, tout se passera bien. Les réfugiés seront arrêtés dans le calme. Ça devient presque une routine dans la région de Zeebrugge. Ça augmente tous les mois, ça augmente tous les mois. Pour le moment, il y en a 14 de nationalité irakienne. On a trouvé aussi une carte d'identité de la Croix-Rouge qui dirait avec Sangatte marqué dessus. Dans la maison, fouillée par la police, tout indique que les 14 Irakiens ont vécu plusieurs jours. Et ce n'est pas étonnant. Ici, les réfugiés sont partout. On en trouve même à 100 mètres de là, au bord de la route. Chaque mois, plus de 500 sont arrêtés désormais. Et selon les voisins, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y en avait une vingtaine dans la maison, là, ils dormaient tous tout près de l'un de l'autre, avec des enfants aussi. Et là, il y en a encore? Ah oui, regardez là-bas. Regardez, on les voit d'ici. La police, elle aussi, les a vus. Et après le commissariat, elle les emmènera vers un centre de rétention. Mais pas celui de Bruges, il affiche déjà complet. En bref, des nouvelles des 38 Bulgares en situation irrégulière, arrêtés, puis relâchés pour la majorité d'entre eux à Bordeaux sur décision de la Cour d'appel. Le tribunal administratif a finalement confirmé qu'ils devaient être reconduits à la frontière. Seul petit problème, entre-temps, 31 d'entre eux ont disparu. Justice, on reparle de Patrick Henry avec une nouvelle polémique. Patrick Henry, emprisonné en Espagne, vous le savez, pour trafic de drogue, publie un livre sur ses années de prison en France. Initiative qui provoque la colère de 2 députés de la majorité. Il souhaite interdire, je cite, à un criminel de toucher des droits d'auteur. Stéphane Bretner, Olivier Robert. Faire couler de l'encre, depuis 25 ans, Patrick Henry n'en finit pas d'alimenter la rubrique des faits divers. Aujourd'hui, il est encore au cœur d'une polémique. Ce livre, c'est lui qui l'a écrit. Que l'assassin d'un enfant ait pu vendre son manuscrit, certains ne l'acceptent pas. Un député veut même interdire aux criminels de toucher des droits d'auteur. Il va déposer une proposition de loi. Elle vise à leur prélever ces sommes au profit des victimes ou au profit d'associations caritatives, parce que je crois qu'il est odieux de laisser les criminels utiliser leurs crimes pour faire du fric. Patrick Henry aurait reçu 150 000 € d'avance. Son livre devait sortir fin octobre, mais quelques jours avant, son auteur retournait en prison en Espagne pour trafic de drogue. Malgré la critique, son éditeur assume.
Considérer qu'aujourd'hui Patrick Henry n'avait ou pas le droit de faire un livre, ou pas le droit, s'il faisait un livre, de signer un contrat d'édition dans des conditions qui sont les conditions de tout auteur qui signe un contrat d'édition, c'est considérer qu'aujourd'hui encore, Patrick Henry n'est pas un citoyen à part entière. Le lecteur sera-t-il attiré par ce témoignage ou rebuté par son auteur? L'éditeur a fait imprimer 25 000 exemplaires, un tirage ordinaire pour ce type d'ouvrage. La violence à l'école, nouveaux incidents au lycée Bergson à Paris. C'est là, vous vous en souvenez, qu'une jeune fille avait été brûlée à l'acide il y a un mois. Eh bien aujourd'hui, c'est un règlement de compte à coups de pistolet qui a été signalé. Des balles en caoutchouc ont été tirées à l'intérieur même de la cour. Anne Guéry, Romain Potoki. Ce soir, 5 lycéens de cet établissement ont été identifiés comme étant les auteurs d'un coup de feu. Ils seront entendus par les policiers dans les prochaines heures. C'est dans la cour de récréation en fin de matinée qu'une bagarre violente a éclaté entre des jeunes du lycée et soudain une détonation. En l'occurrence, il y a un coup de feu qui a été tiré à partir d'une arme qui n'est pas une arme interdite, c'est d'après ce que j'ai entendu dire, une arme qui est en vente libre, qui projette des petites balles de caoutchouc élastique. Donc il y a eu évidemment une certaine émotion et immédiate et dans la suite de la journée. Et bien sûr, il y a eu intervention immédiate à notre demande des forces de police. Un élève a été blessé, non par une balle, mais plutôt frappé par les 5 agresseurs. Cet après-midi, la police a maintenu un dispositif autour de l'établissement quand une nouvelle bagarre a éclaté. De nouvelles détonations, des balles en caoutchouc. Les auteurs de cette échauffourée seraient des individus extérieurs au lycée. Ce soir, tous ont pu être identifiés. À propos de délinquance, c'est vendredi prochain que le ministère de l'Intérieur recevra les propositions des préfets en matière de redéploiement des gendarmeries et des commissariats. Vous connaissez le principe, transférer les policiers des zones les plus calmes vers les zones les plus peuplées. Une affaire de bon sens sur le papier, mais évidemment, à l'approche de l'échéance, les communes privées de commissariats se font entendre. Exemple, Persan-sur-Beaumont dans l'Oise. Reportage Yvan Martinet, Pascal Caron. Redéploiement à Persan dans le Val d'Oise, l'idée ne remporte pas un franc succès. Le commissariat de la commune est dans la ligne de mire de Nicolas Sarkozy. Il serait question de le fermer pour le remplacer par une gendarmerie. Mais côté chiffres, problème, en remplacement des policiers, les gendarmes seraient moins nombreux. Initialement, les commerçants demandaient pourtant plus de policiers. Ils sont 100, les gendarmeries sont 50. Donc ils mettront 1 heure pour une bagarre, donc je trouve pas ça honnête. Lorsqu'on a un souci, on les appelle, dans les 2, 3 ou 4 minutes, ils viennent. Est-ce qu'on aura la même chose avec les gendarmes? Je ne sais pas. Crainte d'être mal protégés, effectif a priori diminué. Les 10 000 habitants de Persan voient le projet d'un mauvais œil. D'ailleurs, une pétition circule. Elle rassemble déjà 5000 signatures. Selon les signataires, les gendarmes sont plus adaptés aux campagnes et Persan est une ville à part entière. Il faut savoir que même s'ils sont entourés de verdure, Persan-Beaumont est des cités quand même à problème, avec une délinquance urbaine très importante. Face aux réticences, Nicolas Sarkozy a annoncé ce matin une prime en effectif aux élus les plus coopératifs, mais à Persan, elle ne suffit pas. Eh bien, pour l'instant, en l'état du projet, cette prime nous paraît être une prime négative, dans la mesure où le compte n'y est pas, puisqu'il y aurait 25 à 27 gendarmes, là où nous avons 65 policiers uniquement sur le secteur de Persan et de Beaumont. Le plan de redéploiement sera dévoilé en décembre, mais les gendarmes sont déjà venus mesurer les locaux du commissariat. Justice en bref, le début des auditions par le juge Bruguière des 3 proches de l'auteur de l'attentat contre la synagogue de Djerba en Tunisie. Audition à Paris où les 3 hommes ont été transférés dans la journée. Voilà qui nous amène à la situation internationale. C'est à main levée et à l'unanimité que les 250 députés du Parlement irakien ont rejeté la résolution de l'ONU sur le désarmement. En fait, la décision appartient évidemment à Saddam Hussein lui-même. Il la fera connaître d'ici vendredi. À Washington, on dénonce donc un théâtre politique car personne n'envisage que le dictateur irakien puisse refuser l'arrivée des inspecteurs. Arrivée prévue d'ici une dizaine de jours pour un premier groupe d'une vingtaine d'hommes. Alors comment appréhende-t-il cette mission capitale? Eh bien notre équipe a pu rencontrer l'un d'entre eux. Il est français. Il s'appelle Jacques Botte. Reportage Maryse Burgot, Jean-François Renou. Jacques Botte est un homme pressé mais souriant.
gérant avec sérénité l'énorme pression qui pèse sur ses épaules. Ce Français sera lundi matin à Bagdad. Il dirigera l'équipe d'inspecteurs de l'ONU chargée du nucléaire. En attendant, il arpente les couloirs de l'Agence à l'énergie atomique à Vienne et règle les derniers détails avant le départ. Voilà, donc ici on a commencé à assembler, enfin c'est l'une des pièces où on a commencé à assembler le matériel qui va partir, des ordinateurs, ce qu'il va falloir réinstaller dans nos bureaux. Les inspecteurs disposent de moyens plus sophistiqués qu'il y a 10 ans, au début de leur première mission en Irak. Dans les sous-sols de l'agence, les nouvelles caméras de surveillance. Leur système digital et crypté devrait permettre une plus grande efficacité. Mais le travail de l'équipe de Jacques Both dépendra surtout du degré de collaboration des Irakiens. L'ONU demande aux inspecteurs de fournir leur premier rapport sur ce point dans un délai de 60 jours. Au bout de 2 mois, on pourra dire ce que l'on a trouvé, ce que l'on a vu avec nos yeux, mais pas forcément avec les moyens techniques les plus avancés. Et bien évidemment, on sera capable de dire si pendant ces 2 mois, l'Irak a coopéré comme la résolution lui demande ou non. Je dirais même, dans le cas où on aurait réellement un problème, la résolution nous demande de rapporter avant et de ne pas attendre les 2 mois. Selon Jacques Both, plusieurs mois seront nécessaires avant de pouvoir rédiger un rapport définitif. La base arrière des inspecteurs en désarmement sera installée à Chypre. C'est de là que partira une première équipe composée d'une vingtaine de personnes. L'avion devrait atterrir lundi matin sur l'aéroport international de Bagdad. Et pendant ce temps, les préparatifs américains se poursuivent. Image ici du porte-avions Abraham Lincoln, d'où partent régulièrement les avions de chasse américains pour des sorties d'entraînement qui s'intensifient ces derniers jours au-dessus des zones d'exclusion irakiennes. Coïncidence de date, au moment où on attend la décision de Saddam Hussein, on s'apprête à célébrer demain la libération de Kaboul. C'était il y a 1 an, jour pour jour, et la situation est loin d'être pacifiée dans la capitale afghane. Une manifestation étudiante a dégénéré, il y aurait 4 morts. Hervé Guéquière. 20 ans qu'on n'avait pas vu cela à Kaboul, une manifestation d'étudiants. Ils sont 500, mais très vite, des dizaines de policiers chargent, matraquent et tirent. 4 jeunes gens sont tués, une dizaine d'autres blessés. Ces étudiants réclament avant tout des conditions de vie décentes. Nous protestions dans le calme. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture ici. Mais la police a tué 4 d'entre nous. Nous voulons récupérer les corps. Le président Karzai est responsable de tout cela. Mais derrière ces revendications se cache un malaise tribal. La plupart des manifestants sont des Pashtuns, l'ethnie majoritaire. Ils affirment souffrir de discrimination. Ces étudiants sont manipulés et ils veulent nuire au gouvernement, affirme ce général du ministère de l'Intérieur. Ce mouvement de colère marque le premier anniversaire de la chute de Kaboul. Il y a 1 an, l'Alliance du Nord, appuyée par l'aviation américaine, s'emparait de la capitale afghane et chassait les talibans. Depuis, malgré l'aide internationale, l'Afghanistan a bien du mal à se reconstruire et le pays n'est toujours pas pacifié. Après 2 décennies de guerre, la moitié des habitants du pays vit dans le dénuement le plus total. Et inquiétude aussi dans l'Iran voisin. Le face-à-face entre orthodoxes et réformateurs s'intensifie. 3000 étudiants ont manifesté pour la 4e journée consécutive. Ils protestent contre la condamnation à mort d'un intellectuel proche des réformateurs. Les représailles israéliennes après l'attentat contre un kibboutz. L'armée a détruit la maison du commanditaire présumé du carnage, qui a fait 5 morts, dont parmi les civils, dont une femme et 2 enfants. Un attentat qui ravive le débat sur la séparation entre Israël et la Cisjordanie. On en parle moins, mais depuis plusieurs semaines, Ariel Sharon fait ériger un mur de séparation ou un fossé à certains endroits entre les 2 entités. Le projet progresse. Quelques 15 km sont déjà couverts. Un ouvrage impressionnant. Envoyé spécial Alain Chalvron, Oyzer Nalbandian. Il n'est pas très long, 150-200 mètres maximum, mais il est situé stratégiquement. Ce mur suffit à couper Jérusalem-Est, la Jérusalem arabe, de ses faubourgs. De l'autre côté du mur, c'est Aboudis, un quartier d'où s'est revenu plusieurs kamikazes. En construisant ce mur, les autorités israéliennes espèrent rendre plus difficiles les infiltrations. De fait, si les passages sont possibles entre 2 blocs de béton ou à travers le jardin de la mosquée, il faut toujours compter avec la bienveillance de la police israélienne, qui à tout moment et sans préavis peut déclarer la zone interdite. Dégagez, dégagez, ordonne le haut-parleur. En 5 minutes, c'est le désert.
la vie s'organise autrement. On se parle par-dessus le mur. Ici, deux voisins, désormais séparés, règlent une histoire de clé. On se donne une poignée de main furtive. Les gens d'ici travaillent de l'autre côté du mur. Les jeunes vont au collège de l'autre côté. Il n'y a pas d'hôpital ici. Comment ferait une femme malade? Elle doit sauter, voler ou quoi? La police ne laisse passer personne. Cet homme supplie, montre sa carte d'identité bleue de résident de Jérusalem. Il essaye tous les moyens. Cette patrouille qui passe. Le policier sur le toit. Rien à faire. Sa femme pourtant a besoin d'une dialyse. Au bout d'une demi-heure finalement, grâce à l'intervention d'un officier, ils pourront passer. Des Israéliens, militants pacifistes, ont assisté à la scène. Pour moi, Israélien, juif israélien, je me sens très mal de voir mon pays perdre ainsi ses valeurs fondamentales. À midi, le muezzin appelle à la prière, mais personne n'osera s'y rendre. L'efficacité de ce mur pour empêcher d'éventuels kamikazes de passer reste à prouver. Son efficacité, en revanche, à développer haine et rancœur, elle n'est plus à démontrer. Retour en France avec une explosion meurtrière à Marseille la nuit dernière. C'est un entrepôt de chaussures de 2000 mètres carrés qui a en partie sauté. Il était occupé par un couple. L'explosion a été suivie d'un incendie très violent. Bilan 1 mort, 4 blessés dont 2 graves. Aucune indication sur l'origine de l'explosion. Aucune trace d'explosif n'a en tout cas été découverte. Et puis à noter également qu'au Croisic, près de Nantes, un incendie très important a ravagé cet immeuble d'habitation qui était en partie en cours de rénovation. Pas de blessés, là encore on n'a aucune indication sur l'origine du sinistre. À propos d'habitation, c'est une loi emblématique de la gauche qui devrait être amendée dans les prochains jours, la loi sur la mixité urbaine. Elle prévoit, je vous le rappelle, que chaque commune doit avoir sur son sol 20% de HLM sous peine de sanctions. Équitable selon les uns, inapplicable selon les autres. Exemple en Seine-Saint-Denis avec ces 2 villes voisines mais très différentes. Daniel Wolfrom, Jean-Louis Melun. Bondy en Seine-Saint-Denis. La ville bat un record pour l'Île-de-France. Ici, 12 000 familles dépendent des logements sociaux et chaque année 2000 demandes supplémentaires de HLM parviennent à la mairie. Sur Bondy, nous avons 62% de logements sociaux et je considère que maintenant on a atteint notre seuil maximum. Dans les rues de Bondy, les sentiments du maire sont bien souvent partagés par ses concitoyens. J'estime que Bondy est quand même en logements sociaux, ils en ont fait énormément. Par rapport à d'autres villes. Bon, je pense que ce serait mieux qu'il se soit plus espacé justement, d'autres communes prennent le relais maintenant. Sur Bondy, je pense qu'il y en a déjà pas mal. On ne peut pas considérer qu'il va y avoir des villes qui ne vont avoir que du logement social et des villes où il ne va y avoir que des petites résidences très sympathiques dans lesquelles les gens vont se faire un petit plaisir à eux. Changement de décor, les petits plaisirs et les jolies résidences, on les trouve plutôt dans la riche commune voisine, Aurincy. Mais là, problème. C'est tout petit. C'est tout petit, c'est la commune la plus petite. Trouvez-nous des terrains pour construire des HLM. Aurincy, il y a moins de 4% de logements sociaux, alors pour se conformer à la loi actuelle, la mairie devrait en construire près de 900 sur 20 ans. Lorsque l'État nous demande de faire du logement social dans un certain nombre de villes résidentielles, ça sera un luxe, c'est vrai. Mais pour autant, on veut bien partager le poids du logement social avec Montfermeil, avec Bondy. Mais ici, le prix du mètre carré de terrain, il est plus cher. Loi trop rigide pour la droite, nécessaire pour la gauche. De toute façon, le logement social a besoin d'un cadre solide. Au moins, tout le monde s'accorde là-dessus. Oui, c'est une commission du Sénat qui a adopté une proposition de loi visant à remplacer la contrainte par un contrat, proposition qui devrait donc être discutée prochainement. Le TGV change de style, tissu, couleur, décoration, c'est vous, les usagers, qui choisirez si vous êtes intéressés. 3 habillages sont proposés, les voitures test exposées pour l'instant à la gare Montparnasse à Paris vont circuler dans toute la France. Vincent Fourcade, Sylvain Gauthier. Embarquement pour le futur. Voilà peut-être à quoi ressembleront 183 TGV en 2010. 3 projets en cours et un impératif, offrir davantage de confort. L'espace entre les sièges s'agrandit et les fauteuils, même en seconde classe, sont immédiatement plus confortables. Maintient bien le dos, agréable, rebondit en même temps, de la souplesse, mais de la fermeté.
Un premier projet signé du japonais Kenzo. Une voiture plus loin, et c'est un autre couturier, Christian Lacroix, qui dévoile au public sa vision du train de demain. Haute couture ou train à grande vitesse, la démarche reste la même. Une robe, un fauteuil, des couleurs, des matières, de l'ergonomie, tout ça, c'est un petit peu la même histoire. Autre voiture, autre approche de l'avenir. Inox, aluminium et verre, un décor épuré, lumineux, résolument futuriste. Ça ressemble plus, je dirais, aux dernières générations d'avions. Et puis tout est conçu pour être zen, quoi. Seuls les TGV Atlantique et Est devraient pour l'heure changer d'allure. Et pour la première fois, c'est le public qui va lui-même décider de la décoration. Les voyageurs vont être ceux qui vont choisir. C'est-à-dire qu'ils vont visiter la rame, ils vont voir les 3 concepts et ils rempliront un questionnaire à la sortie pour nous dire celui qu'ils préfèrent. Pendant 3 mois, ce TGV de démonstration va donc sillonner la France pour recueillir le vote des voyageurs avant le début des travaux dès 2005. Social, première journée de grève générale, peu suivie en Guadeloupe. Grève de soutien au syndicat indépendantiste UGTC dans le conflit qui l'oppose à la filiale locale de la compagnie pétrolière Chevron Texaco, avec des files d'attente importantes pour faire des provisions de carburant. Image aussi de la grève à l'ANPE, un quart de grévistes selon la direction aujourd'hui, 30 à 35% selon les syndicats qui protestent contre le surcroît de travail entraîné par l'instauration du PAR, le traitement individualisé des chômeurs. C'est la principale revendication. Et puis une autre grève, lancée celle-là il y a plus de 3 semaines, celle des examinateurs du permis de conduire. Elle semble dans une impasse totale et on parle de 100 000 candidats au permis pénalisés. Gaël Chauvin, Jean-François Monnier. Un dernier entraînement, les ultimes conseils de leur moniteur d'auto-école. Pascal, tu tiens ta distance de sécurité par rapport à Fabien. Aujourd'hui, pour Pascal et Fabien, c'est le grand jour, ils vont passer leur permis moto. Enfin, c'est ce que tout le monde espère. Il n'y a plus qu'à attendre. Savoir si on sera examiné ou pas. Hein. Cela fait 3 semaines que les inspecteurs sont en grève, 3 semaines que Denis est obligé d'accompagner quand même ses élèves au rendez-vous prévu. Si jamais on ne venait pas au permis de conduire et par le plus grand des hasards un inspecteur serait présent, on ne serait carrément sanctionné. La sanction pour l'instant, ce sont les élèves qui la subissent. Ils sont 100 000 en France à attendre et à se rendre disponibles pour rien. J'ai loupé 3 cours aujourd'hui là pour venir. Donc c'est assez pénalisant. Pour ne pas perdre, en plus, leur niveau, il leur faut continuer les heures de conduite, payantes bien sûr. Je pense que c'est de l'ordre de 2 à 3 000 francs. Vous avez dû payer en plus? Ah oui. Un faux espoir de plus pour les candidats, la majorité se lasse et réserve de moins en moins d'heures de cours. L'auto-école de Denis compte 4 moniteurs, il n'y a aujourd'hui du travail que pour 2. On a beau jongler avec les congés, ces arrangements ne durent qu'un temps. On ne peut pas payer un moniteur qui ne fait rien. Il faut qu'il soit quand même productif. À partir du moment où il n'y a pas de productivité, je suis obligé de le mettre au chômage. Les petites structures sont inquiètes. En 3 semaines, Denis a déjà vu son chiffre d'affaires diminuer d'1 quart. Et à propos de circulation, un colloque sur les déchets à Paris, organisé par l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Il est centré sur le recyclage. Au centre des débats, la voiture. 1,5 million de véhicules sont envoyés à la casse chaque année sur un parc de 32 millions. Et on estime que 85% des composants sont susceptibles d'être recyclés. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Sophie Rodier, Guillaume Fautra. Un cimetière de voitures. En France, 1,5 million de véhicules sont mis au rebut chaque année. La plupart sont recyclés dans les casses, comme ici près de Saint-Étienne. Mais une épave, ça pollue. Avant de récupérer les bonnes pièces, la loi impose sa dépollution, c'est-à-dire la vidange des liquides toxiques. On enlève les liquides de refroidissement, les liquides d'huile que nous stockons, nous les récupérons tous. Bon, t'en es où de la dépollution? Au total, le mécanicien aspire 20 litres de polluants. Le liquide de refroidissement. Tous ces fluides sont éliminés, sont mis dans des cuves appropriées et sont éliminés par des organismes qui ont l'agrément pour faire cette élimination. Et rien ne se perd, les huiles sont régénérées, le plomb des batteries récupéré pour en faire de nouvelles. En 4 heures, le véhicule est nettoyé, désossé, 85% de l'automobile sera recyclé.
Il reste sur le véhicule les verres, le pare-brise, qui ne sont pas aujourd'hui, pour lesquels il n'y a pas de filière de recyclage. Et puis quelques plastiques et joints qui sont autour des portières et pour lesquels on n'a pas forcément de solution. Ce qu'il reste, la carcasse, est broyée puis stockée en décharge comme déchet ultime. Ce démolisseur travaille dans les règles de l'art, mais en France, une case sur deux ne respecte pas la loi. Ici, on vend aussi des pièces détachées, mais le propriétaire n'a pas les mêmes exigences. Pas de dépollution, ces hydrocarbures, des huiles de vidange, sont potentiellement cancérigènes. Ils peuvent contaminer la nappe phréatique. Il y a toujours l'huile là-dedans. Hein. Il y a toujours de l'huile dedans? Ah oui, il y a toujours de l'huile. Il faudra vraiment... On va y mettre un coup de Karcher. Voilà, un coup de Karcher, oui. Mais il y a toujours une petite fuite, tu sais. Même pas une fuite, mais enfin, c'est un suintement, oui. Un suintement lourd de conséquences sur la santé des riverains, mais peu risqué pour son porte-monnaie. Ce casseur n'encourt que de 450 à 900 € d'amende s'il se fait prendre. Une sanction toute théorique, aucune casse sauvage n'est jamais contrôlée. Et l'environnement encore avec ce nouveau convoi sous haute surveillance de retour de déchets nucléaires traités en France vers l'Allemagne. 1320 tonnes de produits radioactifs sont ainsi transportés de La Hague vers un centre de stockage avec bien sûr un important dispositif de sécurité contre d'éventuels manifestants. Et à ce propos, un mot de politique avec le début de la campagne de financement des Verts qui vendent ces graines de tournesol dans la rue. Alors on va apercevoir ces sachets qui sont mis en vente. Les Verts doivent trouver 180 000 € pour boucler les budgets de campagne 2002. On découvrira les sachets dans une autre édition. La voile avec de la casse, encore beaucoup de casse sur la route du Rhum. 3 nouveaux abandons la nuit dernière après celui de Franck Camas, Christophe Duchiron, Gabriel Camilla. C'était hier dans le golfe de Gascogne. Tout allait bien pour Francis Joyon à la barre de son trimaran, bord à bord avec un cargo. Il était à l'attaque, l'expérimenté marin, dans des conditions de mer et de vent qu'il affectionne. Mais soudain, aux alentours de minuit, alors que le vent a forci à près de 90 km/h, avec des creux de 4 à 5 mètres, soudain tout a basculé, alors qu'il était situé à 175 000 au large de la Corogne. J'étais à manœuvrer, il y avait un train qui arrivait, alors j'ai été cavalé au pied de mât pour manœuvrer. Le bateau est monté sur un flotteur et en 2 secondes, j'ai juste pas retourné cockpit, mais j'ai pas eu le temps de choquer les écoutes pour les faire retomber dans le bon sens. Ça a duré 2 secondes, quoi. Un remorqueur partira demain matin du Sud Finistère pour venir au secours du trimaran chaviré et du navigateur qui, jusqu'à jeudi, vivra dans l'attente et surtout dans des conditions de mer agitées. Depuis ce matin, il est toujours dans son cockpit. Il a essayé en fin de matinée de plonger pour libérer une partie du mât qui cogne dans un des flotteurs. Aujourd'hui, on a appris qu'après réparation du flotteur endommagé, après sa collision avec Camas, Jean Le Cam reprendrait la mer dans les prochaines heures. Aujourd'hui encore, Giovanni Soldini a annoncé son abandon définitif après la découverte de micro-fissures. Enfin, pour Lionel Lemonchois à bord de Gitanadis, c'était aujourd'hui le retour à la Trinité-sur-Mer. Abandon lui aussi à cause d'une rupture de tête de mât. Bilan entre ceux qui se retirent, ceux qui réparent et ceux qui ne rigolent pas sur l'eau. La course et ses rigueurs n'épargnent personne. Et oui, 2 chavirages, 4 abandons au total pour problèmes techniques, pour les seuls multicoques. Comment expliquer cette hécatombe? Yann Jikel, Philippe Luzzi. Ils sont partis 18 pour cette course lointaine et aujourd'hui il n'en reste que 10 sur leur grand trimaran. Les autres, touchés ou coulés. Du Benjamin au Doyen, personne n'est épargné. Avant, les bateaux ils marchaient à 10-12 nœuds dans la mer formée, et là, avec les pilotes qu'ils ont et quand ils attaquent, ils sont à 17-18 nœuds dans la mer formée. 18 nœuds, ça fait à peu près 35 km/h, et quand vous rentrez dans une vague, c'est comme un mur. À 35 km/h, vous rentrez dans un mur, et les bateaux sont excessivement sollicités. Et dans un mur, ça passe ou ça casse, ça cogne, ça chavire, ça s'encie. En 26 ans, les vitesses ont doublé. On est passé de l'aventure à la compétition. Des budgets titanesques, des sponsors exigeants, des courses toute l'année et des préparations forcément insuffisantes.
Dans le milieu, on les appelle Van Pet, Loriot-Prévost. Ce sont les architectes de référence. Sur les 18 bateaux au départ, ils en ont dessiné 9. Depuis des mois, ils tirent les fusées de détresse. Tout le monde est conscient qu'on est limite et probablement passé la limite. C'était très difficile d'avoir ce genre de débat avant la Route du Rhum parce que la Route du Rhum fait partie d'un programme qui a été vendu en quelque sorte par chacun des coureurs comme tel. Soit on étudie des bateaux plus adaptés au solitaire, soit on supprime carrément les courses en solitaire et on fait des courses en équipage en gardant ces machines telles qu'elles sont. On a l'habitude de comparer les multicoques à la F1. On oublie de dire que les budgets des voitures sont 60 fois plus importants et pour les bateaux, la piste un peu plus grande. Allez, un mot quand même du classement. Thomas Coville est en tête dans la catégorie multicoque, suivi de Loïc Perron et Yvan Bourgnon. Pour les Thomas Coville qu'on découpe sur ces images, pour les monocoques, c'est Roland Jourdain le premier, suivi de Mike Golding et d'Hélène MacArthur. Un mot de tennis à Los Angeles. Non, les sœurs Williams ne sont pas invincibles. Victoire de la Belge Kim Clijsters en finale du Masters féminin. Victoire en 2-7, 7-6, 6-3 face à la numéro 1 mondiale Serena Williams. Musique, c'était la New Wave française des années 80 et c'était aussi l'un des tubes de l'été dernier, le grand retour d'Indochine sur scène après 10 ans d'absence. Groupe créé il y a plus de 20 ans, 350 000 personnes ont déjà vu leur concert cet été. Olivier Lenuzza, Ludovic Tourte. Sous les bons auspices de la Lune, la renaissance d'Indochine. Indochine dont le seul rescapé est le leader Nicolas Serkis. Son frère jumeau est mort, les autres membres ont quitté le navire, mais aujourd'hui, la galère est à nouveau un beau vaisseau. Beaucoup de gens se foutaient de notre gueule, ça n'a pas été facile pour nous, mais nous on était fiers de ce qu'on avait fait et fiers de ce qu'on voulait faire, et on n'avait absolument pas à renier ou à avoir honte de ce qu'on avait fait. Et au bout de 20 ans, c'est bon. Un tube des années 80 repris en chœur par des fans souvent jeunes. Mélange de générations, une surprise pour un groupe qui symbolise plus que tout autre une époque. Il y a des jeunes de 15 ans, il y a des personnes d'une quarantaine d'années, des personnes d'une cinquantaine d'années. Moi j'ai mes parents qui écoutaient, alors j'écoute. Alors que c'est complètement irrationnel pour un groupe de rock, alors que c'est complètement irrationnel aussi par rapport à des ventes de disques ou autre chose. En fait, chaque fois qu'on annonçait la fin de ce groupe, c'est-à-dire très souvent, il y a un nouveau public qui, par le bouche à oreille, a apprécié ce qu'on faisait et a démarré. Laisse-moi être ton sang, laisse-moi un peu de temps. Je rougirai quand je te verrai et quand je te parlerai. 20 ans après, Indochine est revenu au sommet. Le dernier album, Paradise, a déjà séduit 700 000 personnes. Paradise, paradis, la résurrection d'Indochine. Un garçon, laisse-moi cette illusion. Et un mot de chanson encore avec cette enquête de nos confrères de Capital sur les chanteurs et chanteuses les mieux payés de France. C'est Mylène Farmer qui arrive en tête, 10 millions d'euros par an, selon donc le magazine Capital. Le prix Goncourt des lycéens, il a été attribué à Laurent Gondé pour Le Roi du Tsongor aux Actes Sud, annonce faite aujourd'hui à Rennes. Laurent Godet. Cette dernière minute avant de refermer ce journal, selon la télévision Al Jazeera, Ben Laden aurait salué les récentes attaques au Koweït, au Yémen, à Bali et à Moscou. On n'a pas plus de précisions sur ces informations donc de la télévision du Qatar, Al Jazeera. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Sophie Davant. Un mot aussi sur un film exceptionnel à voir ou à revoir tout à l'heure sur notre antenne, Le Goût des autres, le tandem Bakri-Jaoui. L'info sur France 2, dernier journal, minuit 40, Ève Mettet.
On se quitte avec ces images pour faire saliver. Cette truffe blanche d'1 kilo a été vendue aux enchères aujourd'hui à Rome, plus de 34 000 €. Les bénéfices de cette vente sont destinés aux sinistrés des récents tremblements de terre en Italie. Une truffe blanche d'1 kilo. Pas mal. À demain.